Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors en France, aujourd'hui, normalement, les femmes sont libres de vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Alors ça, c'est ce qu'on dit, mais moi qui les écoute tous les jours, je me rends bien compte que ce n'est pas si simple d'être une femme libre. Peut-être d'abord parce que les femmes, elles sont encore très liées au désir, à l'amour, et la dose de sacrifice des femmes, ça pèse fort dans la balance. Et puis bien sûr, il y a aussi le poids de la culture, le poids de la culture parentale, de la culture de la société. Et c'est particulièrement vrai pour des femmes dont la culture est différente de celle qui a dominé ces siècles derniers. Et évidemment, on va penser aux femmes et au voile. Est-ce que c'est leur liberté? Est-ce que c'est une conviction ou une manière de ne pas faire de vagues, notamment dans des quartiers où il n'est pas toujours simple d'être une femme sans porter le voile? Voilà, c'est un sujet assez délicat, mais je crois qu'on va en parler très librement, justement. Et pour aborder ce sujet, eh bien, j'ai choisi une femme qui a su s'affranchir et qui me semble être une femme libre. Fawzat Aouzari est à mes côtés et dans son dernier livre, elle raconte justement son parcours de vie et son combat pour devenir la femme qu'elle avait envie d'être. Et ça, c'est déjà peut-être le premier pas, savoir quelle femme on a envie d'être, en quoi on se démarque de sa mère, de sa culture, de la société. Alors vous aussi, vous pouvez venir. Est-ce que vous vous sentez libre? Qu'est-ce qui vous encombre? Vous pouvez témoigner au 0826 300 300. Merci d'être avec nous, Fawzat Aouzari. Votre livre, vous étiez venu nous le présenter il y a un petit peu plus d'1 mois, je crois. Dis-moi comment tu t'aimes, je te dirai qui tu es. Et c'est le comment tu t'aimes. Écoute, tu aimes, pardon. Décidément, dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui tu es. Mais c'est un peu la même chose. Qui tu es, comment tu t'aimes et tu aimeras. Bref, c'est aux éditions Payot en tout cas. Et dans ce livre, vous parlez beaucoup de vous. Vous parlez de vos origines marocaines. Vous parlez de votre mère qui était très marquée par sa culture. Vous en êtes un petit peu démarqué, peut-être grâce, si je me souviens bien, votre tante, qui était une femme beaucoup plus libre. Et vous êtes en France depuis pratiquement votre naissance, si je me trompe pas. Et est-ce que, première question, mais si vous n'avez pas envie de répondre, vous répondez pas. Est-ce que vous avez porté le voile, vous, justement? Non. Et c'est un choix de votre part ou de vos parents? Un choix de ma part, de mes parents. Enfin, j'ai pas grandi en tous les cas avec la notion de voile comme étant une obligation dans la pratique religieuse. D'accord. On a l'impression aujourd'hui que c'est quand même une revendication, me semble-t-il, une revendication identitaire. Et en même temps, ça peut se comprendre parce que quand on a une identité qu'on a envie de défendre, moi je pense par exemple à une époque où il y avait les hippies, c'était aussi une revendication. Je pense au tatouage aujourd'hui, qui est une revendication également très très forte. Et pourquoi pas le voile après tout? Tout à fait, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'au fond, on est quand même à une époque qui est marquée par une montée des identités, quelles que soient ses origines, et donc il y a une revendication de faire admettre, connaître son identité au regard d'un collectif. Et en effet, le voile, comme d'autres, au fond, d'autres stigmates qui viennent, en tous les cas, identifier une certaine identité, en fait partie. Oui, je pense qu'on est dans c'est un peu pareil d'ailleurs dans le monde entier. Il n'y a pas que la France, mais on est dans une époque où finalement le faire patrie, si je puis dire, n'a plus beaucoup de sens. Et donc chaque groupe, si je puis dire, minoritaire ou pas d'ailleurs, va essayer de revendiquer son originalité, sa personnalité, et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans la montée du nombre de femmes qui portent le voile aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi cette volonté de faire asseoir une certaine singularité au regard d'un collectif. Et la question du voile est d'autant plus saillante qu'elle rend au fond visible une pratique religieuse dans un pays, bon là je parle de la France, où il y a une séparation entre le religieux et l'État.
Oui, c'est toute la question de la laïcité, comme on dit, qui quelque part est pas toujours très bien comprise d'ailleurs. Mais enfin, c'est pas nous on va pas parler de religion, on va parler justement de cette question de la liberté d'être une femme. Et c'est pour ça que on va pas parler non plus de est-ce que c'est d'être libre de porter le voile ou pas. C'est juste de qu'est-ce que c'est qu'être une femme libre. Et une femme libre, je crois, vous allez me dire ce que vous en pensez, en tout cas puisque vous êtes également psychanalyste. Pour moi, une femme libre, c'est être la femme qu'on a envie d'être. Et donc, ça se déclare pas à 18 ans. Tout à fait. C'est un cheminement, d'abord, et où il s'agit de s'affranchir du regard des autres, et au fond du regard qu'on intériorise en soi également. Donc, c'est ce qui fait aussi toute la beauté et toute la difficulté de s'affranchir comme femme et trouver la manière dont on veut être femme à sa mesure. Et on voit bien que ça, enfin moi personnellement qui ai déjà un certain âge, je vois bien comment aussi ma manière d'être femme a évolué au fil des ans et j'allais dire ma manière de m'habiller par exemple. Tout à fait. On ne s'habille pas de la même manière. Moi, je m'habillais très provocatrice à 18 ans et c'était aussi une manière de revendiquer quelque chose finalement. Et ça pouvait peut-être choquer autant que le voile chez certaines autres femmes. Alors j'aime beaucoup cette distinction que vous faites parce qu'en effet, c'est toujours du côté d'un certain trop qu'on vient au fond stigmatiser toujours le corps des femmes, leur manière de s'habiller, leur manière d'être, de parler. Et en effet, l'habillement en fait partie, que ce soit un habillement plutôt qu'on va connoter du côté de une femme plutôt provocatrice, très féminine. Donc il y a toujours un petit reproche qui est fait aux femmes ou à l'inverse aux femmes voilées. Donc au fond, voilées ou pas voilées, il est toujours question du corps des femmes. Oui, et de toute façon, nous les femmes, on a une capacité à s'habiller qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grande que les hommes au fond. Tout à fait, c'est très juste. Donc c'est peut-être aussi le pouvoir des femmes qui passe par la manière de s'habiller. Enfin, ça c'est un autre débat, mais pourquoi pas, après tout. Oui, c'est très juste. Bon, en tout cas, on va voir ce que en pensent nos auditeurs, parce que les hommes aussi ont le droit de réagir. Et dans un instant, on aura Linda, justement, qui a envie de parler de la religion et de la liberté dans le domaine amoureux. On l'écoute dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Fouzia Taouzari pour son livre aux éditions Payot, Dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui tu es. Et on va commencer avec Linda qui nous rejoint. Merci Linda de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Fouzia. Bonjour Linda. Bonjour. Du coup, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, je vous en prie. Qui sonne de façon très juste. Mais le but, si je comprends bien, c'est, enfin, ce qu'on voulait soulever au travers de tout ça, c'est certainement la religion et sa façon de vivre l'amour, sa façon de vivre en tant que femme. Oui, si vous voulez, oui. Mais de toute façon, là, je pense que ça ne doit pas être opposé, en fait, tout ça. Bah, ça l'est forcément, voilà. Lindia. Parce que si on est élevé dans une culture où la religion a énormément d'importance, et là, quelle que soit la religion d'ailleurs, forcément, en tant que femme, on va avoir soit cette empreinte qui va rester, ou alors on va s'y opposer, mais de toute façon, ça va jouer quelque chose, je pense, dans notre construction. C'est évident, mais après, alors, chaque personne va vivre les choses à sa façon. Il est vrai que dès lors qu'on a reçu une éducation, qu'elle soit religieuse ou autre, c'est vrai qu'on va avoir, comme on dit, je pense que voilà, ces mémoires transgénérationnelles qui vont nous marquer et qui vont marquer les relations qu'on va avoir avec les hommes qu'on va rencontrer ou les femmes, peu importe. Certaines femmes ne vont pas pouvoir s'en libérer, d'autres oui. On est d'accord. Mais peut-être qu'elles n'ont pas envie de s'en libérer. Moi, je crois qu'il faut leur laisser aussi cette liberté-là. Ah oui, mais on est d'accord. Il y aura celles qui s'en libéreront et d'autres non. Mais là je crois que c'est pas la question. le sujet. Je pense qu'on peut être une femme émancipée et au travers d'une religion. Bien sûr, oui. On est d'accord sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Oui, je pense. Pourquoi et que le port du voile ne va pas être une contrainte à avoir une vie amoureuse quelconque ou autre. On est d'accord sur ça aussi.
Alors, je vais prendre un exemple qui est dans le livre de Fouzia Taouzari. Hein, Oui. comme ça, on va bien comprendre. Oui. La question du voile, c'est est-ce que la femme le porte parce que c'est sa conviction, sa culture, son désir, voire même son envie de montrer son appartenance et de lutter contre l'islamophobie. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste le débat que j'ai eu envie de lancer aujourd'hui, c'est pour que toutes les femmes qui nous écoutent puissent se faire un avis, et tous les hommes aussi, bien sûr. Hein. Bon, et donc l'exemple que donne Fouzia Taouzari, c'est une femme qui porte le voile pour faire plaisir à son mari, elle est très amoureuse, elle porte le voile, etc. Et à un moment donné, vous vous souvenez de l'anecdote, hein, j'imagine, parce que vous me regardez, et à un moment donné, elle découvre que son mari est infidèle, et là, elle décide d'arrêter de porter le voile, parce qu'elle a plus de raison de porter le voile. Vous voyez ? Donc c'est en ce sens que j'ai trouvé que le sujet d'aborder la question du voile aujourd'hui était intéressant, parce qu'il y a plein de raisons de le porter, ou de ne plus le porter, ou de ne pas le porter. Tout à fait. Et l'exemple que vous relevez du livre montre combien, au fond, c'est une question qui ne peut se débattre, au fond, qu'au cas par cas. Et donc là, ce témoignage de cette femme mettait en évidence pour elle, au fond, des paroles de son partenaire qui lui disait quel était son bijou, qu'il l'aimait, qu'elle était précieuse à ses yeux, et au moment du mariage, il lui a demandé de porter le voile pour que sa beauté lui soit réservée. Et donc elle, en effet, par amour, elle a accepté cette condition pour se marier avec lui, pour être avec lui. Et au fond, tout le discours qui l'a amené à accepter de porter le voile s'effondre à partir du moment où elle découvre qu'elle n'est plus l'unique à ses yeux. Et là, pour elle, au moment où elle se sépare de lui, le premier mouvement qu'elle a eu, ça a été de se défaire de ce voile. Et d'une certaine manière, c'est une jolie métaphore qui dit qu'au fond, on s'habille toujours des paroles de l'autre qui nous ont touchés, qui nous ont habités, qui nous ont marqués, et dont on veut plaire. Et donc là, ça rejoint quelque chose d'assez universel, au fond, qui touche à cette question de la liberté féminine, qu'au fond, il y a toujours quelque chose qui nous aliène, au fond, à l'autre, inconsciemment, qui est de vouloir à la fois plaire à l'autre, d'être l'unique pour l'autre dans son amour. Et donc, et ça, Lacan le dit très bien, il dit qu'une femme, par amour, est prête à tous les sacrifices, à la fois de ses biens et de son corps. Donc c'est ça, si vous voulez, Linda, l'objectif de l'émission aujourd'hui, c'est de bien montrer que pour être une femme libre, il faudrait déjà se libérer d'être dans le désir de l'autre. Alors d'être dans le désir, d'être en tous les cas dans le vouloir être aimé. C'est ce vouloir être aimé qui nous aliène. Et au fond, l'amour, quoi qu'il en soit, de manière d'origine, il est dépendance. Et donc on ne peut pas se défaire au fond du lien à l'autre, mais au fond comment arriver à être soi, à être dans son désir sans se sacrifier, au fond. Oui, Linda, je vous en prie. Oui, non, en fait, j'entends, donc en fait, il n'est plus question de religion. Et surtout. Alors si ça peut aussi être par conviction religieuse, mais je crois pas d'ailleurs qu'il y ait une injonction très autoritaire de porter le voile pour toutes les femmes dans le Coran. Enfin, moi je l'ai pas. En effet, là-dessus, il y a beaucoup d'exégètes qui ont justement travaillé, lu le Coran, qui montrent. Donc il y a un vrai débat autour de la question du voile qui est que il n'y a pas de prescription radicale dans le texte sacré du Coran qui imposerait le voile aux femmes. Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans cet essai, c'était de montrer comment, au fond, le voile, mais comme toute autre chose en fait, était aussi une façon d'instrumentaliser un texte pour enfermer une femme.
Et donc ça, on le perçoit, par exemple, cette femme qui évoque le fait qu'elle a porté le voile par amour pour son mari. Finalement, elle découvre par son infidélité que le voile lui permettait au fond de faire en sorte qu'elle ne lui soit pas infidèle, puisque l'infidèle c'était lui. Oui, mais après, si je peux permettre, au travers Bien de sûr, tout ça, Linda. ce qu'on peut entendre, c'est que là, vous avez pris l'exemple du voile. De son côté à elle, votre héroïne dans le livre, on va dire, elle a fait le choix de porter un voile par amour, mais elle aurait pu avoir la même déception et vivre la même chose en acceptant d'aller dans un club échangiste et au final d'avoir son partenaire qui part avec une autre femme alors qu'elle avait accepté de faire certaines choses pour lui et par amour. Bien sûr, Linda. Tout à fait. Donc là, on est en fait dans l'abnégation au sein du couple, c'est-à-dire que la femme va accepter peut-être enlever des barrières et ne plus se respecter et peut-être éviter de mettre des limites par peur de perdre l'autre. Donc accepter de faire quelque chose en espérant garder l'autre. Quand vous parlez de possession de l'homme sur la femme au travers de son geste, quand vous dites elle a porté le voile, et en espérant que son mari ensuite allait, parce qu'elle a accepté ça, allait continuer de la voir comme une princesse. Elle aussi, au travers de ça, c'est une façon de posséder l'autre. Donc c'est dans la relation, si on voit dans les deux sens, c'est la relation qui est malsaine. Parce que l'un envers l'autre, au travers des gestes, l'autre lui demande de porter le voile par amour, et elle, par amour, accepte en espérant que l'amour de l'autre lui sera éternel. Donc je les pense autres sont dans le faux. On peut pas à chaque fois rejeter non plus. Enfin, vous savez, Linda, je crois qu'au début d'une relation d'amour, on croit toujours que c'est pour la vie et que l'autre va nous apporter tout ce qu'on attend. Mais d'accord, mais on n'accepte pas de faire quelque chose en espérant de l'autre que ça va l'attacher à nous ad vitam aeternam. Écoutez, moi, ça m'est arrivé de faire quelque chose pour l'autre et puis de me rendre compte que ça n'a pas marché. Je crois c'est pas l'idée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pas un qui va être plus dans la possession ou dans la soumission que l'autre, ou dans la domination que l'autre. C'est ça que je veux dire. Je crois que là, dans l'exemple qu'on a donné, c'est quand même l'homme qui domine. Ça me paraît assez clair. Pas pour moi. Pas pour vous. Pas pour moi. D'accord. Mais c'est sur cette vision-là sur laquelle du coup je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas vous rejoindre. D'accord, mais en quoi elle serait dominante, la femme ? Mais parce que si quelqu'un me dit, je sais pas, je sais pas, je vais accepter de faire quelque chose pour quelqu'un. Oui. Et je ne veux pas le faire. Vous voyez, même si je l'aime, j'ai le droit de dire non. Si je ne veux pas le faire, je reste mon libre arbitre. Oui, mais si elle n'avait pas porté le voile, il ne l'aurait pas épousée. Oui, mais... Donc, voyez bien on n'est pas là pour juger le parcours de cette femme. Non, si pour certaines, en effet, on peut maintenir un certain libre arbitre, la vie, moi les femmes que je rencontre en analyse témoignent de toute autre chose. Et au fond, le libre arbitre est assez relatif parce qu'on ne sait pas au fond par quoi on est dominé au-delà de ce partenaire. Au fond, il s'agissait surtout pour elle de découvrir qu'est-ce qui fait qu'au fond elle s'est fourvoyée dans ses paroles en voulant être l'unique pour un homme jusqu'allant se sacrifier par amour. Et c'est un peu tout le drame et à la fois la beauté de l'amour. C'est qu'au fond, quand on s'engage dans une relation, on ne sait pas jusqu'où on est prête à aller. Et parfois, on peut être très surprise de ce qu'on peut être capable de faire par amour. Mais ça j'entends. Par amour, on fait tous des concessions et on accepte tous certaines choses à un moment donné. Ce que je veux dire, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que bien qu'une femme, je comprends tout à fait la démarche personnelle, intérieure de la part d'une femme qui va chercher à comprendre, à mettre des mots sur ce qu'elle a accepté et sur sa trahison. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est des femmes et je pense qu'on a toutes, à un moment donné, vécu la même chose. Ce sur quoi je veux mettre un petit point, c'est parfois un petit peu sortir la femme de cette victimisation. Continuellement faire passer la femme pour victime parce que elle a accepté quelque chose pour son mari. Et moi, je vais vous donner le cas d'une amie qui a accepté de faire rentrer une femme en plus dans le couple pour faire plaisir à son mari, mais de façon purement sexuelle, et qui au final se rend compte que
alors c'est pas son mari, c'est son copain, son petit ami est infidèle. Bon, est-ce qu'elle a été pour autant abusée, trompée? Enfin, mais on parle pas de ça, on parle pas de victime. Ce qu'on essaye dans cette situation, ce qui est mis en avant, c'est surtout qu'on est victime, au fond, de l'amour et pas de la personne. La personne, au fond, lui fait... Non, mais je crois, Linda, pourquoi j'ai eu envie de faire cette émission sur un sujet qui est évidemment délicat? Parce que ça peut permettre à certaines de mieux comprendre et de se poser la question et de se libérer, ou au contraire d'affirmer plus, et puis c'est tout. Vous voyez, il y a pas de encore une fois de règles. Pour moi, il y a pas de règles à imposer à qui que ce soit. Mais ce qui est important, bien sûr, Linda, qu'il y a des tas de femmes qui vont accepter par amour, et puis qui ensuite vont s'en mordre un peu les doigts, et puis il y a des femmes qui vont accepter par amour et qui seront ravies et qui seront heureuses. Après, notre rôle, et je crois que Fouzia Taouzari, c'est pareil, c'est ce qu'elle fait avec les patientes qu'elle reçoit. Notre rôle, c'est de ne pas laisser les gens trop dupes s'ils ne sont pas heureux. S'ils sont heureux et qu'ils sont dupes après tout. Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Bon. Eh ben alors, on va en rester là. Merci pour cet échange. Merci Linda. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil. Comment avoir plus confiance en soi. Et puis, nous aurons peut-être Sam normalement, mais je crois que, je sais pas, il était là, il n'est plus là. On verra. Le Love Conseil. Eh bien, Fouzia Taouzari, avoir confiance en soi, c'est une grande aventure aussi. Et justement, je vais faire le Love Conseil aujourd'hui sur avoir plus confiance en soi. Et demain, je ferai le Love Conseil sur développer sa confiance en soi. Alors, c'est vrai que c'est durant l'enfance, souvent, que la confiance en soi va se construire. Et ceux qui en manquent, eh bien, doivent comprendre que peut-être il y a eu des carences d'amour, de sécurité durant l'enfance. Et ça se base sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est parce qu'on a été aimé, apprécié, qu'on a construit une bonne estime de soi. Les messages toxiques de nos parents, ça fait des dégâts. Et en même temps, parfois, ça peut être un moteur fantastique, parce qu'il y a des artistes, des hommes d'affaires qui ont réussi malgré un départ bien difficile, mais ils ont pris une certaine revanche, en quelque sorte, par rapport aux blessures de leur enfance. Alors, si on veut améliorer sa confiance en soi, on doit d'abord être bienveillant avec soi-même et se satisfaire de tout petits résultats positifs sans se fixer de buts trop élevés, parce que sinon on est sûr d'échouer. C'est vrai que quand on manque de confiance en soi, on a tendance à vouloir tout de suite gravir la grande marche. Vous êtes d'accord? On se sent au fond... on a un regard qui est très négatif sur soi-même, et on va en effet ériger des idéaux à atteindre qui vont être au fond inatteignables. Et donc on continue à avoir une mauvaise estime de soi puisqu'on n'arrive pas à atteindre les idéaux qu'on s'est fixés. Voilà. Donc il faut apprendre à vous respecter et puis prendre des engagements qui sont donc en mesure de vos capacités. Et parfois, je trouve que se faire un peu aider, même déjà par son entourage, ça peut être utile. Je pensais hier à un auditeur qui, la première fois qu'il a enfin osé aller draguer une femme, c'était grâce à son copain qui lui avait fait une sorte de pari, tu chiches, allez, vas-y. Et ça peut être ça, tout simplement. C'est les rencontres, en effet. Voilà, et il y a évidemment des conseils qu'on peut donner pour développer sa confiance en soi, et ce sera le propos du Love Conseil demain. Bonjour Sam, merci d'être avec nous. Bonjour Fouzia. Bonjour. Vous. Donc je ne suis pas un homme, je suis une femme. Ah pardon, excusez-moi. Sam, ça peut induire en erreur, tout à fait. Ça peut induire en erreur. Ouais. Et d'ailleurs, je viens de faire une erreur parce que j'ai oublié de jouer avec Sud Radio. Et donc, je vais jouer tout de suite parce que, quand même, ce serait dommage. Aujourd'hui, il y a ce corps à corps de la marque Passage du Désir à gagner, qui est un cracker corps qui comporte 5 accessoires, dont un mini rabbit, des coq rings,
des décoquins. Enfin voilà, donc si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS. Et nous retrouvons Sam, donc notre auditrice. Je vous écoute, allez-y. Oui. Alors moi, je voulais vous dire, dans un premier temps, pour moi, l'amour n'a pas de frontières. Donc c'est pas un foulard qui va changer quoi que ce soit en amour. Moi, je trouve que c'est malheureux d'épiloguer sur le voile constamment, en sachant que aujourd'hui, d'un côté, en France, c'est compliqué d'être une femme musulmane. D'un côté, si on est voilé, ça va pas. De l'autre côté, si on n'est pas voilé, ça va pas. Franchement, on sait même pas où se situer. Donc moi, je suis plutôt pour la liberté de chacun. Moi, tout à fait. Je porte pas le voile. Voilà, je porte pas le voile. On est d'accord avec vous. Ah oui, non, mais moi, je porte pas le voile, mais après des exemples. Mais vous venez de dire quelque chose d'important et vraiment, je vous remercierai de développer. En quoi c'est difficile aujourd'hui d'être une femme musulmane en France ? C'est simple, hein. Vous écoutez les médias, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle de l'islam ou du voile. Ça devient pathétique et ridicule, alors qu'il y a des choses bien plus importantes en France à gérer. Et on peut être, moi par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai mon fils qui a 20 ans. Oui. Moi, mon fils est un grand dragueur. Je vais vous dire, il n'y a pas longtemps, il était comédien avec une voilée. Et pourtant, voilà, il a fréquenté, il est resté 2-3 mois avec elle. Elle avait le voile et il avait une relation comme il avait avec une non-voilée, quoi. Le voile n'est pas une limite. Il faut pas se dire que parce qu'une gamine ou une jeune fille ou une femme, elle est voilée, que ça y est, il y a des restrictions. Évidemment, bien sûr qu'il y en a qui vont imposer le voile à leurs femmes, comme moi par exemple, j'ai mon beau-frère qui s'est marié avec une femme qui était voilée. Il l'a rencontrée en Algérie, il s'est marié avec elle. Et sa condition qu'il a eue avant qu'elle vienne en France, c'est qu'il lui a dit, moi par contre, enlève le voile. Moi j'ai 2 beaux-frères qui sont anti-voile. Une de mes belles-sœurs anti-voile. Ah ouais, et pourtant ils sont nés en Algérie et non. Oui, mais voyez, vous voyez, enfin vous contredisez, c'est-à-dire que ici, parce que ici on n'est pas à dire qu'il faut ou pas porter le voile, c'est pas la question. Non, je vous donne des exemples. Je me contredis pas, je vous donne des exemples que on peut avoir. Oui, mais ce que veut dire Fouzia, excusez-moi, Sam, bien sûr que et votre témoignage est intéressant parce que justement vous êtes sur le terrain, si je puis dire. Ce que veut dire Fouzia, c'est que en même temps vous montrez bien à quel point le voile, on est pour, on est contre, on est pour, on est contre. Vous voyez, et c'est ça qu'elle voulait. C'est pathétique, c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. On est d'accord. C'est même pas une histoire. Et on devrait même pas être pour, contre. C'est pas des élections, quand même. Non mais c'est ce que vous venez de dire quand vous dites que il était avec une femme qui portait le voile, il lui a demandé de le retirer. Voilà. Et donc ce que contraire. Oui, mais les deux. Effectivement. Mais voilà. Moi, je pense que l'élément important dans cette question, et c'est, je pense, qu'a voulu mettre en avant Brigitte dans son émission, c'est plutôt, au fond, là, elle a pris l'exemple du voile. Ça aurait pu être un tout autre exemple sur la question de la question de la liberté d'être femme. Et au fond, la question du voile est à entendre aussi comme une métaphore, c'est-à-dire à la fois il y a le voile visible qui vient indexer en effet une appartenance religieuse, mais il y a aussi les voiles invisibles qu'on porte, même si on a grandi dans une famille laïque, moderne, et donc c'est au fond ce qui vient nous façonner, qui vient aussi nous limiter parfois dans ce mouvement de s'écrire femme à sa mesure, c'est-à-dire au fond comment on peut s'affranchir du regard de l'autre qui sera toujours là à juger au fond ce qu'une femme porte, comment elle doit être, pas être. Je me suis déjà sentie visée, je me suis sentie rejetée parce que je mets pas le voile, mais j'en ai c'est intéressant. Rien à faire. Oui, bien sûr, Sam. Mais par qui vous êtes sentie rejetée de ne pas porter le voile? Oui, mais Sam, ça montre bien. Celle qui est voilée, ça va pas. Celle qui est pas voilée, ça va pas. Oui, mais ça montre. Celle qui est en long, ça va pas. Oui, mais j'entends. On fait quoi en France maintenant en tant que femme? Mais c'est au-delà de la France, c'est une question là ce que moi, je me limite à la France déjà. Bien sûr. Si on pouvait gérer ça en France déjà, après on ira peut-être s'intéresser. Moi, ce qui se passe ailleurs, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais Sam, si pourquoi j'ai eu envie de faire cette émission, c'est pour que justement, au moins pendant ces 2 heures que j'anime tous les jours,
on puisse parler intelligemment d'un sujet qui, en effet, vous avez raison, est très, très, très brûlant. C'est un sujet délicat parce que on est forcément pour ou contre le voile. Moi, je suis pas pour ou contre le voile. Je dis. Moi non plus. Je suis ni pour, je suis ni contre. Moi, je suis pour la liberté de la femme. Mais si vous voulez, quand on libre de faire ce qu'elle veut. Oui, bien sûr, mais faut-il encore que ce soit elle qui prenne cette décision-là ? Écoutez, oui, mais après, il faut arrêter. Moi, personnellement, par exemple, moi, je vois autour de moi dans ma famille. Moi, j'ai une cousine qui met le voile, elle a ni mari, ni frère, ni sœur. Mais tant mieux. Non, mais tant mieux. Elle le porte d'elle-même. Non, mais j'ai des amis à moi qui sont voilés, j'ai des amis à moi qui ne sont pas voilés. Oui, mais Sam, vous pouvez pas me dire que toutes les femmes en France musulmanes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Voilà. Ah non, pas du tout, mais c'est comme partout. Moi, j'ai des amis à moi qui sont soi-disant de familles judéo-chrétiennes, comme on aime bien dire en tendance à moi à la mode, et alors qu'ils sont civils. Ils n'ont même pas le droit d'utiliser leur mais bien sûr. Qui se font battre. Les féminicides, c'est pas que des femmes voilées, il faut arrêter. Non, les féminicides, c'est toute culture confondue. Il n'y a pas de. Après, le voile ne fait pas. C'est pas parce que vous avez, dans les couples, vous avez des couples musulmans qui sont bien. Vous avez des couples musulmans qui sont pourris, au même titre, je suis désolée, que vous avez des titres chez les chrétiens ou chez les juifs. Mais tout à fait. Des couples, voilà. Et certainement même chez les bouddhistes. Hein. Bien sûr. C'est propre à l'humain. Mais Sam, merci parce que vous avez un parler vrai qui me fait plaisir, parce que vous montrez bien à quel point il y a des crispations sur ce sujet et vous avez su dire les choses avec le cœur, et c'est ça qui m'a plu. Et vraiment, je vous assure, je crois que c'est important, ce serait bien qu'on puisse parler clairement, tranquillement, de ce que les femmes ne sont pas encore vraiment libres de s'habiller comme elles veulent. Si on met une mini-jupe et qu'on se fait harceler, c'est de notre faute. Si on porte le voile, c'est parce qu'on n'est pas libre. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces Disons qu'il y a toujours quelque chose à redire sur les femmes, sur leur corps, sur leur manière d'être, de s'habiller, et quel que soit au fond leur origine, quel que soit ce qu'elles sont, et c'est en cela que le sujet des femmes, de leur corps est pour moi un sujet à la fois intime mais aussi politique. Absolument, parce que je pense aussi que c'est souvent par les femmes de manière très indirecte, mais par les femmes qu'une société évolue. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Mais c'est encore un autre débat. Merci beaucoup, Sam. Merci vraiment. Merci, Sam. Florian va prendre la parole dans un instant et il aura aussi des choses intéressantes à nous dire, puisque c'est sa fille, je crois, qui s'est convertie à l'islam et il a envie d'en parler. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Fouzia Taouzari, qui est autrice de ce livre « Dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui tu es », c'est aux éditions Payot, et vous parlez justement de cette difficulté à être soi, à se libérer de sa culture, de ses croyances. Enfin bon, c'est un vrai parcours. C'est un très joli livre. Je pense que ça peut aider les femmes justement à comprendre à quel point notre besoin d'amour, notre besoin de plaire sont des obstacles à notre liberté. Bonjour Florian. Bonjour Brigitte, bonjour Fouzia. Bonjour Florian. Merci de réagir Florian. Donc vous, c'est votre fille qui s'est convertie donc à l'islam, hein? Exactement, ouais, elle s'est convertie à l'islam il y a quelques années de ça. Et je ne vais pas vous mentir, moi ça a été un choc, hein. Nous sommes une famille plutôt laïque. On a attaché à des cultures un peu traditionnelles françaises. Et je m'y attendais pas du tout, quoi. Moi, j'ai eu peur qu'elle se couche le genou. C'est compliqué pour moi d'en parler. Ben, écoutez, merci en tout cas de prendre la parole. Elle avait quel âge quand elle se convertit ? Elle avait 18 ans, elle venait d'avoir ses 18 ans. D'accord, et c'est quelle raison elle vous a donné ? C'est une rencontre. C'est la rencontre avec son chéri de l'époque. Et c'est ça qui l'a emmené du coup vers cette voie-là. Et aujourd'hui, elle a quel âge ? Aujourd'hui, elle va avoir 24 ans et c'est pas plus de nouvelles que ça. Enfin, si elle m'entend, j'aimerais qu'elle revienne, j'aimerais qu'on en discute. Mais... Ah, parce que vous êtes un peu... Elle s'est éloignée de vous, vous voulez dire ? Elle est toujours avec cet homme ou pas ? Alors, aux dernières nouvelles, on m'a dit que non, elle n'était plus avec cet homme.
Mais on s'est éloigné sans s'éloigner. Je sais qu'elle m'envoie toujours des messages, mais automatiquement, elle a pris cette distance avec moi. Et je pense qu'elle a eu, suite à ma réaction, suite à ce que j'ai pu lui dire, et voilà, c'est pour ça qu'elle a pris ses distances. Oui, j'entends votre émotion, Florian. C'est vrai que 18 ans, on tombe amoureuse d'un garçon qui nous demande quelque chose. On est toutes assez bêtes pour foncer tête baissée. Hein. C'est un peu ce qu'on disait en début d'émission. Hein. Bien sûr, c'est exactement. Et en parallèle, enfin, moi j'étais ouvert, c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'elle m'annonce ça, je m'attendais pas du tout, enfin j'étais pas prêt parce que c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas, moi. Oui, mais votre réaction, elle a été émotionnelle. Bien sûr qu'il aurait fallu l'accueillir dans son choix, dans sa demande, mais bon, on peut pas faire marche arrière de toute façon. Mais vous pouvez quand même peut-être être en contact avec elle. Je sais pas, vous pourriez lui faire passer un petit mot, comme quoi vous vous excusez de ne pas l'avoir comprise quand elle avait 18 ans, pour essayer de renouer le contact, ou bien vous avez peut-être... C'est ce que j'ai essayé de faire, et avec du recul, j'ai essayé aussi de comprendre la situation, j'ai essayé de prendre aussi sur moi, et d'essayer de composer aussi avec les éléments. Mais automatiquement, j'ai l'impression qu'il y a une rupture qui s'est faite de son côté. Et c'est pour ça que je pense qu'elle garde ces distances-là. Comme on me le dit à chaque fois, mes amis, ma famille me dit laisse, le temps fera les choses. Ça c'est sûr, elle a que 24 ans. Hein. Exactement, oui. Ouais. Et sa mère, vous êtes encore avec sa mère, ou sa mère, vous êtes séparés? Oui, je suis encore avec la maman, on est encore avec la maman. Et c'est pareil, enfin pour le coup, on a les mêmes contacts, que ce soit avec la maman ou avec moi-même. On a on a le même niveau de contact, voilà, c'est qu'elle nous appelle tous les deux, il y a pas une personne plus que l'autre qui est malheureuse, parce que je pense qu'elle aussi elle est malheureuse de la situation, de plus nous avoir proche d'elle. J'espère pour elle qu'elle est très heureuse, et j'accepte, mais moi au fond de moi j'ai l'impression d'avoir perdu ma fille il y a 6 ans. Écoutez, au fond, parfois c'est une nécessité de rompre pour mieux revenir, et au fond, il y a aussi des choses qui, en tant que parents, qui nous échappent dans l'évolution des enfants. Que ce soit au fond se convertir à une religion, c'est aussi une recherche de sens. Absolument. Une quête de donner du sens à son existence, et parfois c'est fondamental, et c'est nécessaire pour trouver une place dans le monde. Et on connaît pas votre fille, mais en tous les cas, il est sûr que cette nécessité de mettre du sens au regard de ce que devient aussi l'époque actuelle peut s'entendre. Et donc c'est aussi une manière au fond de se chercher, de mettre. Il y a quelque chose aussi dans la religion qui nous échappe, parce qu'au fond c'est aussi un discours qui permet de mettre des mots sur des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui nous échappent, et donc ça a aussi un effet d'apaisement. Et donc ça peut aller aussi avec l'habillement, pour aussi asseoir une certaine identité, se donner aussi, habiller son être par un discours qui nous permet aussi d'avancer. Ouais, exactement. Moi, quand elle a commencé à porter le voile, ça a été vraiment difficile. Enfin, je comprenais, pour elle c'était un symbole, c'était important, et j'avais vraiment l'impression que au début elle me l'a annoncé, qu'elle allait se convertir. Et le fait de voir quelque chose de visuel, un objet qui comment dire, crédibilise aussi cette conversion, j'avais vraiment l'impression de la perdre en même temps, et qu'elle s'effaçait, et je voyais vraiment ma fille disparaître, quoi. C'était quelque chose vraiment de bizarre, et en même temps, j'ai rien contre le fait de porter un voile. C'est juste le fait
d'avoir d'abord des paroles et de voir quelque chose de concret. Vous savez, Florian, je crois que tous les parents qui vous écoutent comprennent, quand on a des enfants, on a envie qu'ils épousent nos valeurs et parfois même notre métier. Enfin, et là, tout d'un coup, elle vous a affirmé à 18 ans qu'elle avait envie de trouver une valeur à laquelle se raccrocher. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Fouziata Ouzari. C'est la quête de sens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a autant de jeunes qui sont dans l'anxiété, qui sont même parfois dans la déprime, c'est parce qu'on est dans une société où on manque de sens. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a que la religion qui peut donner du sens, mais la religion donne énormément de sens. Et on voit par exemple les jeunes, comment ils sont parfois dans des associations de défense des animaux, dans des associations d'écologie, dans des associations... Et ces enfants-là ne sont pas dans l'anxiété. Ceux qui sont dans l'anxiété, c'est ceux qui, justement, n'ont pas trouvé comment donner du sens à leur existence. Donc ça, c'est peut-être... ce qu'il faudrait que vous arriviez avec votre femme à comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vos valeurs ne donnaient pas suffisamment de sens à votre fille. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui a pu se jouer entre elle et vous. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça sera plus facile pour vous de la retrouver. Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, et en même temps, égoïstement, j'ai envie de la retrouver comme je l'ai connue avant 18 ans. Ah ben ça, c'est un deuil qu'il va falloir faire, Florian, je crois. Et en parallèle, moi, si elle est heureuse comme ça aujourd'hui, je suis prêt à accepter et je suis prêt à composer avec. Là, on voit bien tout le paradoxe du parent. Hein. Ouais, bien sûr. J'ai envie qu'elle soit heureuse, mais j'ai envie de la retrouver comme j'ai envie moi. Hein. En effet, ce que vient de dire Brigitte est très important. C'est-à-dire que tout parent, au fond, doit faire le deuil de l'enfant idéalisé, vers lequel on a projeté aussi des choses, des souhaits qu'on a voulu pour eux, pour enfin embrasser aussi l'altérité qu'ils deviennent. Et donc c'est aussi tout un cheminement pour tout parent, au fond, d'accepter qu'un enfant, quand il grandit, peut prendre aussi une autre voie que celle qu'on lui a transmise. Pour autant, elle n'est pas complètement défaite des valeurs que vous lui avez transmises, de ce que vous lui avez donné. Ça, elle l'emportera avec elle. On se défait pas comme ça non plus de sa famille. Mais peut-être qu'elle a en effet un chemin à prendre pour pouvoir se trouver avant de revenir vers vous. Ouais, mais je sais, et on parlait de paradoxe et de valeurs, et en même temps, c'est vraiment les valeurs que j'ai essayé de lui éduquer depuis qu'elle était toute jeune, d'être indépendant, d'avoir son libre arbitre, et en fait, je sais pas si aujourd'hui elle a réussi à l'avoir en... Oui, mais Florian, c'est compliqué d'avoir son libre arbitre dès tout petit, d'être indépendant, ça reste des notions très abstraites. Je pense, Florian, que c'est un peu le problème de la laïcité actuellement, telle qu'elle est revendiquée. Parce que la laïcité, ce serait de donner une liberté absolue à chacun, mais ça n'existe pas, la liberté absolue à chacun. On a vraiment besoin de retrouver du sens et je pense que ça c'est quelque chose qui est quand même fondamental et c'est peut-être dans vos valeurs d'être indépendant, de faire ce qu'on a envie, etc. C'était peut-être trop vaste pour elle à 18 ans. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, moi maintenant j'ai pris du recul parce que j'ai essayé de comprendre, de savoir pourquoi, mais c'est le regard aussi des autres, parce que évidemment on vit avec son temps, mais je sais qu'il y a toujours des gens qui pointent du doigt, qui ont du mal à accepter, des gens de la famille qui comprennent pas. Et c'est ça aussi qui fait mal au quotidien, de se sentir constamment jugé. Pour eux, des fois, pour certaines personnes, ils disent que ça vient de l'éducation, donc j'ai l'impression de me sentir coupable, alors qu'en réalité, c'est elle qui l'a choisi, et si elle est heureuse comme ça, que grand bien me fasse. Enfin, oui, mais Florian, c'est toujours difficile de subir une différence et de subir le regard des autres. Mais ça, c'est ce petit travail que vous pouvez faire vous aussi, avec vous-même. Ça va vous aider aussi à vous affranchir justement du regard des autres.
Bien sûr. Et ça va dans vos valeurs. Hein. Si je vous ai bien écouté, c'est vos valeurs. Personne n'a à vous juger et vous n'avez à juger personne. Il n'y a pas de parentalité idéale. On fait comme on peut avec ce qu'on a et ce qu'on est. Et donc personne ne peut se dire qu'il est à l'abri de quoi que ce soit. Tout ça est très complexe. Il y a à la fois ce qu'on transmet à ses enfants, mais il y a aussi les rencontres qu'ils font de leur côté. Et les questions qu'ils se posent, qui les concernent, qu'ils ne partagent pas forcément. On ne sait jamais tout de ce qui anime, habite nos enfants, nos adolescents, et on n'est pas responsable de tout. Bien sûr. Vous savez, certains parents se retrouvent avec des enfants qui sont drogués, c'est autrement plus terrible. Hein. Bien sûr, du coup, je me suis renseigné et j'ai pu discuter avec d'autres personnes qui ont eu aussi cette impression de perdre leur enfant, et je pense notamment à un ami, qui est devenu un ami, et du coup son fils est devenu addict à une drogue dure, et pareil, alors c'est totalement différent, et cette sensation d'avoir un schéma parfait en tête dans l'éducation, d'avoir ce côté parent parfait, et d'essayer en tout cas d'avoir une éducation qui est vraiment parfaite. Bon, Florian, il va falloir arrêter de mettre la barre si haut dans votre vie. Il va falloir être un petit peu plus cool. En tout cas, est-ce que je peux terminer par une petite plaisanterie, Florian ? Dites-moi. Est-ce que vous auriez préféré qu'elle rentre au couvent, votre fille ? Non, bon. C'était de l'humour, c'était de l'humour. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci Florian, en tout cas, merci de cet échange. Merci beaucoup. On va continuer évidemment après les infos. On aura Hakim qui veut réagir également, et puis vous avez évidemment la parole. Vous avez compris qu'on en parle très librement au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Atlético de Madrid, Club Bruges à 18h45, Newcastle, Karabag, Inter Milan, Bodo Glimt et Bayer Leverkusen, Olympiakos à 21h. On retrouvera le PSG face à Monaco demain soir. Très bel après-midi à tous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes aujourd'hui avec Fouzia Taouzari. Vous êtes psychanalyste et vous êtes d'origine marocaine. Ça, je le signale tout simplement parce qu'on évoque justement la difficulté pour une femme de se libérer de ses origines, de sa culture. Mais encore une fois, dans un milieu très très catho, c'est pas facile non plus. Qu'on comprenne bien que je ne suis pas en train de stigmatiser l'islam. C'est pas mon rôle, et ça n'a jamais été mon désir de faire cette émission sur le voile. Je voulais juste prendre le voile comme une sorte de symbole, un symbole qui fait qu'on le voit bien dans certains pays justement comme l'Iran, où les femmes qui ne portent pas le voile sont emprisonnés. Donc soyons quand même fiers de ce pays qu'est la France, où la liberté de chacun est à peu près respectée, même si c'est pas toujours facile. On est d'accord. On va continuer avec Hakim qui est avec nous. Bonjour Hakim. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Fouzia. Bonjour Hakim. Bonjour. Je vous avais déjà vu dans le passé, Brigitte, c'était au salon de l'érotisme, donc dans le Nord. Dans le Nord, donc, ça remonte, oui. Ça fait des années. Ça remonte vers 2012, je sais pas si ça vous dit. Donc je vous avais déjà vu en chair et en os dans ce salon de l'érotisme. Surtout en chair. Surtout en chair, exactement. Donc ce fut un plaisir, et voilà quoi. Vous m'avez fait même un autographe, mais bon, vous n'êtes pas censé savoir. J'avoue, je ne me rappelle pas exactement, mais en effet, ça m'arrive d'aller parfois rencontrer le public. Oui, donc justement, je voulais intervenir à l'émission par rapport au fait que moi personnellement, je pense voltairien. Je suis très, penser par soi-même, avoir son propre esprit critique, et aussi faire ce qu'on a envie, mais tout en respectant les autres, c'est-à-dire la liberté des autres. Notre liberté s'arrête quand la liberté. Voilà, exactement. Et donc par rapport à ça, le problème c'est qu'on est dans un pays,
où on a toujours tendance à... Il y en a parce que c'est pas de leur faute, il y en a c'est par hypocrisie, il y en a où on fait pas tout ce qu'on veut. Par exemple, là on est en période de Ramadan, il y en a par exemple, ils vont manger en cachette. Ils vont fumer en cachette, vous voyez, c'est un peu comme ça, et que personnellement... Enfin, c'est idiot, parce que si soit on fait le Ramadan parce que c'est notre foi, soit on le fait pas. Enfin, je veux dire... c'est plus compliqué. Ça devrait... C'est compliqué à l'école, ça va être compliqué à l'école, ça peut être en entreprise, à l'école, c'est-à-dire qu'on peut avoir le regard de l'autre qui peut être complètement désapprobateur, et en même temps... Mais c'est valable pour tout. Prenons l'exemple, par exemple, de l'homosexualité. Aujourd'hui, elle est tout à fait acceptée en France, et l'homophobie est même punie par la loi. Néanmoins, il y a encore des homosexuels qui ont du mal à s'assumer et qui cachent leur homosexualité. J'ai envie de dire oui et non. Objectivement, vous avez raison, depuis les années 80, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Par contre, il y a dans certaines religions où ça pardonne pas, et c'est un peu plus compliqué que d'autres religions. C'est pas comme chez les catholiques et donc on est plus souple dans d'autres religions, dans d'autres même oui, chaque culture a des... Par contre, alors que il y a quelques années à l'époque, j'avais un mauvais regard par rapport à tout ce qui est homosexualité et tout ça, mais en m'imprégnant, en travaillant ce qu'on appelle le développement personnel et tout ça, j'ai un autre regard qui est complètement différent. Dans le sens où c'est leur liberté, ça regarde leur vie sexuelle, leurs différences sexuelles, et voilà. Mais voilà, tant mieux, et moi ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que Hakim, c'est vrai que quand on a 18 ans, on est souvent un peu intolérant, on a ses croyances, ses valeurs, et avec le temps, en principe, on devient un peu plus sage, un peu plus tolérant. Et puis si vous écoutez cette émission, vous avez appris aussi à voir qu'on est tous différents. Oui, bien sûr, mais vous savez, on est des éponges, on absorbe tout ce qu'on entend dans l'oreille, et à un moment donné, on pense comme l'autre, on est des perroquets de la pensée. Et ce qui fait que du coup, on pense comme les autres, et à un moment donné, la normalité, c'est... Mais c'est fatigant de pas penser comme les autres, Hakim. Il faut un peu de travail pour arriver à... Voilà, exactement. Oui, c'est facile de penser comme les autres. Oui, c'est tout un travail. Et après, par exemple, je sais pas, moi, si je laisse pousser mes cheveux, vous voyez, jusqu'à mes épaules, je vais attendre des critiques. C'est comme la femme qui, par exemple, si elle enlève son voile, elle peut avoir en gros, pourquoi tu mets pas le voile, vous voyez, c'est un peu ça. Alors que si on laisse pousser nos cheveux, pour un homme qui est d'origine, soit marocaine, algérienne, tunisienne, voilà, etc., il peut avoir des critiques en disant que c'est que la femme doit avoir des longs cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que vous évoquez, Hakim, que ce soit par rapport au Ramadan ou d'avoir un voile, de le retirer, etc. Au fond, on voit bien le poids aussi qui est à la fois la famille, la communauté, sur les libertés individuelles. Donc là, le thème qu'on essayait, qu'on tente en tout cas d'éclairer, c'est cette question de la liberté d'être femme à sa mesure, que ce soit dans sa manière de pratiquer sa foi. Et au fond, vous pointez là un point qui est très précis, c'est-à-dire jusqu'où notre liberté est entravée par le jugement des autres, le regard des autres, parce qu'au fond, la foi, la religion est une pratique qui est censée être individuelle, intime. Et quand les autres commencent à se faire les garants de la vertu religieuse, que ce soit dans la manière de juger une pratique si elle n'est pas codifiée comme eux ils pensent qu'elle devrait l'être, là c'est problématique.
Exactement, mais c'est vaste, comme vous dites, ça, le poids de la famille, le poids de certaines personnes, le poids aussi mais je ne sais pas ce qu'il en est dans la religion musulmane, parce que je ne la connais pas très bien, mais je connais bien la religion catholique, puisque j'ai été élevée dans cette religion-là. Normalement, dans la religion catholique, on a cette ouverture aux autres qui fait que on ne va pas les juger s'ils ne sont pas croyants. Sauf les fanatiques, évidemment. Dans l'islam, c'est pareil. C'est-à-dire que dans l'islam, il y en a qui sont plus souples. C'est ça. Oui, mais là, vous évoquez différents courants, en effet. Mais si on se réfère au texte qui est le Coran, la question de l'ouverture et du non-jugement de la façon de pratiquer sa religion, elle est présente, parce que celui qui se met à juger l'autre, au fond, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est lui, au fond, le garant de ce que devrait être une pratique religieuse, et donc il se met à la même place que celui qui est censé vous juger, qui est Dieu. Donc ça pose problème, en effet, quand on instrumentalise les textes pour asseoir un certain pouvoir sur les autres. Donc ça veut dire, encore une fois, que c'est un besoin de pouvoir, et que c'est aussi parfois, je pense, Hakim, je parle plus de gens, on va dire ordinaires, qui sont en train de vous juger parce que vous n'êtes pas totalement dans la religion. Eh bien, c'est des gens qui n'ont pas suffisamment la foi et qui s'accrochent à une croyance. C'est toute la différence. Et il y a l'ignorance, est en effet un des problèmes. Il y a ça qui vient aussi, il y a de l'ignorance, il y a des personnes Absolument. Il y a ceux qui veulent avoir du pouvoir et qui donc ça aussi, exactement. Là, il suffit de voir les pays comme l'Iran ou l'Afghanistan pour voir. Pour terminer le truc, c'est que la base des bases, c'est que ça relaye de l'éducation, c'est-à-dire quand on a, par exemple, notre enfant, la tolérance, comment dire ça, c'est la clé de tout. Mais l'éducation, elle est pas l'instruction là à l'école, mais l'éducation des parents. Mais le problème, c'est qu'il y a malheureusement des catégories de parents qui disent faut être comme ça, et celui qui est différent de toi. Mais vous savez, Hakim, en effet, l'éducation est importante. Quand j'ai fait récemment une émission sur l'éducation à la sexualité à l'école, pareil, j'ai eu des parents qui considèrent que c'est pas à l'école d'aider les enfants à comprendre ce qu'est la sexualité. Donc on s'en sort pas en tant que parent, et on a entendu le témoignage de Florent qui était émouvant, mais en tant que parent, on a envie aussi de diriger nos enfants comme on croit qu'il faut les diriger. Enfin, c'est inévitable. Quoi qu'il en soit, c'est inévitable, mais ce qu'il évoque, en effet, la question de la tolérance et de l'éducation aussi est importante, justement pour laisser aussi une certaine part de liberté, au fond, de façon d'être vis-à-vis des autres. Si vous avez des parents qui sont là à juger la pratique des uns et des autres, en effet, vous donnez un exemple qui est quand même plutôt du côté du jugement, mais aussi le jugement qu'ils peuvent aussi avoir sur vous-même en tant qu'enfant, si vous n'êtes pas dans les clous. Bon, en tout cas, merci Hakim de votre tolérance et de cet échange. Et bien, peut-être à bientôt. Et dans un instant, on va avoir Zlata qui veut revenir justement sur le sens du voile et ce que ça signifie pour une femme. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On reçoit beaucoup de SMS, on essaiera d'en lire quelques-uns. Fouzia Taouzari, vous êtes, je le rappelle, autrice de ce livre « Dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui tu es ». On continue avec Zlata qui nous rejoint. Merci Zlata de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour votre invité qui s'appelle Fouzia, c'est ça ? Fouzia. Bonjour Zlata. Oui, bonjour. Je voulais intervenir sur ce sujet qui n'est pas typique, si je comprends bien, pour les après-midi de Brigitte Lahaie. C'est certainement Ramadan et Carême qui coïncident, qui font ça. Je voulais en fait poser des questions, témoigner aussi, mais poser des questions également, parce que la voile, quelque part, c'est dans la tête. On peut entendre ça, en tout cas chez moi, quand on apprenait la pudeur aux jeunes filles. Voilà, c'était pas sur la tête, c'était dans la tête. On la gardait sur la tête à l'église.
dans les situations très particulières comme le deuil par exemple, et quand on se marie, j'imagine à l'église également. Mais moi je voulais poser la question à votre invité, surtout sur le sens du voile, parce qu'on en parle depuis un moment, et j'ai beaucoup d'amis musulmans, et notamment une copine qui a une fille qui s'est voilée, et après elle a dû retirer le voile parce que l'école ça lui posait des problèmes. Et j'ai vu beaucoup de filles musulmanes quand j'ai fait mes études en France, les jeunes filles qui faisaient les études dans les sciences humaines. Personnellement, moi je l'ai toujours trouvé très joli, magnifique, ça met en valeur le visage d'une femme, c'est mon opinion personnelle. Et j'ai même dû une fois mettre un voile pour accompagner une copine aux mosquées, mais à la mosquée, c'était particulier. Mais en fait, la question, ça leur posait beaucoup de problèmes. Ça leur posait pas de problèmes dans les études, mais dès qu'il était question de faire un stage, par exemple, à beaucoup, ça a posé des problèmes parce que c'est toujours pas accepté dans la société. Bon, j'imagine que c'est pas ça le sujet. Je voulais savoir, en fait, je voulais poser la question à l'invité, quel est le sens du voile pour une femme musulmane, à part la pudeur, la pureté, etc., s'il vous plaît? Merci pour votre question. Moi, j'ai envie de dire qu'au fond, à chaque femme son voile. C'est-à-dire que les raisons, elles sont toujours personnelles. Mais ce qui peut dominer, en effet, c'est la question de la pudeur, c'est la question du rapport au corps également pour certaines, parce qu'avoir un corps de femme, c'est pas quelque chose de simple. Donc ça fait partie aussi d'un habillement tout autant que s'habiller de manière occidentale, ou comme le disait tout à l'heure Brigitte. Est-ce qu'il faut pas voir aussi toute la symbolique de la chevelure quand même quand on parle du voile? Qui d'ailleurs, vous avez très justement rappelé, Slada, que notamment les bonnes sœurs portent le voile. Enfin, c'est parce que la chevelure, elle est vraiment synonyme de notre féminité. On voit bien d'ailleurs quand une femme change de coiffure, ce que ça signifie sur le plan symbolique. Une femme ne change pas de coiffure par hasard quand elle décide de se couper les cheveux, de changer la couleur de ses cheveux. Et je pense que moi, vous le savez peut-être si vous écoutez souvent l'émission, Slata, j'adore parler de symbolisme. Et je trouve qu'on le perd un peu aussi, le symbolisme, comme on perd le sens d'ailleurs. Et je pense que cacher la chevelure d'une femme, c'est quelque part la rendre, je veux pas dire invisible parce que c'est un mot trop fort, mais c'est lui enlever, si je puis dire, ce qu'il a fait femme. Disons que il y a différentes manières quand même de porter le voile. C'est ce qu'évoquait Zlata tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut porter le voile pour mettre en valeur, on va mettre en valeur du coup autre chose, le regard. On peut porter le voile tout en étant maquillé. Enfin, il y a mille et une façons de porter le voile. Et ça peut aller jusqu'au voilement intégral où là vraiment on voit bien que ce qui est quand même soustrait du regard de l'autre est le corps féminin. Donc je pense vraiment au voile intégral où là on ne voit plus ni le regard ni le visage. C'est vraiment là on soustrait son corps de l'espace public. Et à l'inverse, on peut avoir des femmes qui vont plutôt jouer du voile comme un vêtement qui va aussi, une parure, voilà, ce qui n'entravera pas au fond leur singularité, leur féminité. C'est un petit peu compliqué, je pense, pour ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la culture musulmane, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, notamment que quand on est voilé, on peut pas se maquiller. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous savez, il y a c'est vraiment ces codifications toujours sur le corps des femmes. Là, c'est la période de Ramadan. On peut nous dire que quand on fait le Ramadan, il faut pas se maquiller, il faut pas mettre de parfum. Quand on met le voile, il faudrait pas se maquiller, il faudrait une certaine pudeur. Donc vous savez, c'est toujours au fond ces paroles qui sont toujours projetées sur les femmes. C'est toujours une manière de leur dire comment elles doivent être, comment elles doivent se comporter, s'habiller, être. Et c'est là où on est la liberté des femmes qui portent le voile peuvent être en effet entravées par aussi les discours qu'elles ont aussi entendus, des discours qui les ont aussi constitués. Où porter le voile, ça veut dire être la pudeur.
pudeur, la discrétion, ne pas provoquer, donc ne pas se maquiller. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui vont choisir de porter le voile à leur façon, en se maquillant, etc., etc. Donc on n'en sort jamais au fond de cette question du corps des femmes. D'accord, merci. En fait, c'est vraiment très difficile parce que vous avez raison. Apparemment, il y a les regards aussi dogmatiques qui diffèrent d'un pays musulman à l'autre. J'imagine. Moi, personnellement, évidemment que dans mon pays à moi, par exemple, les femmes ont enlevé la voile dans les républiques de l'Asie centrale pour beaucoup dans les années 20, 30. Bon, c'était un long processus. Et j'avais des copines musulmanes qui ne portaient pas du tout le voile et ils se plaisaient beaucoup. Et vous êtes de quel pays, Zlata, qu'on comprenne? Je suis de l'Union soviétique. D'accord. Voilà. Et donc, j'avais une copine qui était à mon mariage et qui était très heureuse de mettre une jupe courte, par exemple, pour montrer ses gambettes. Mais elle venait d'Ouzbékistan où les femmes portaient le voile, mais ils n'étaient pas fermés comme les femmes afghanes. C'était simplement le pays où il y a beaucoup de soleil. Donc le voile, c'était comme au départ pour toutes, j'imagine, et pour tous, même parfois dans ces pays-là qui sont très chauds, la manière de se protéger du soleil, c'est-à-dire qu'on voyait quand même intégralement le visage. Vous avez raison, il semblerait que l'origine vraiment de l'origine, c'est en effet une protection du soleil, oui. Et notamment, par exemple, dans les républiques de l'Asie centrale, on voyait parfois les femmes coiffées juste d'un petit coiffe qui faisait penser aux coiffes des hommes. On voyait leurs cheveux en partie. C'était un couvre-chef, mais qui couvrait pas beaucoup de choses. Mais ici, en revanche, j'ai toujours trouvé ça très joli. Et ici, en France, parfois, je vois des choses. C'est pas pour être critique, mais je vais exprimer mon étonnement. Un jour, j'ai vu dans un journal, j'ai vu des photos des jeunes filles qui se sont présentées à côté de la mosquée de Paris, je crois, pour protester contre un acte anti-musulman, je crois. Et j'ai vu les jeunes filles qui avaient un voile sur la tête, et je ne sais pas, évidemment de l'extérieur, je n'ai pas le droit de juger, mais ils avaient un voile sur la tête et par ailleurs un pantalon moulant qui moulait les fesses, qui moi, personnellement, je ne trouvais pas esthétique au point de le montrer, quand bien même on n'était pas obligé de le couvrir, vous voyez. Mais c'était pour moi une impudeur, quand bien même cette fille ne portait pas le voile. Donc je comprenais pas ce dissonance entre on va dire le derrière moulé et puis le voile sur la tête. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais certainement évidemment c'est à cette jeune fille d'avoir une opinion sur le sujet et non pas à moi. Mais moi ça me provoquait un très grand étonnement. Donc en tant que femme européenne, voilà, moi j'étais toujours intéressée par l'islam quand j'étais jeune. Je pensais même à cette religion. Je pensais épouser la religion musulmane. Et ce qui m'en a dissuadé, en revanche, c'était pas le voile, mais c'était le rôle de la femme dans la société. Personnellement, j'ai pris peur et je me suis dit bon, pour les mecs c'est un peu confortable, pour les femmes je suis pas si sûre que ça. Après ça dépend au fond, c'est même plus c'est même pas une question religieuse, parce qu'au fond, en effet, on a plutôt tendance à dire que les femmes musulmanes sont des femmes soumises. Moi, dans ma famille, j'ai plutôt découvert, quand j'allais au Maroc, des femmes beaucoup plus libérées que des femmes qui vivaient en France. Donc je pense que c'est comment chacune peut vivre sa religion à partir de ce qu'elle est, de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle désire. Et au fond, normalement, la religion n'est pas censée être une entrave pour une femme dans le travail, dans son émancipation dans la sphère publique. Et c'est là où on voit enfin moi en tout cas, ce qui m'a intéressée, et ce que j'ai perçu en tout cas dans mon entourage au Maroc, c'est qu'on voit bien aussi que la manière de vivre sa religion dépend aussi, je parle du Maroc, à la fois d'un contexte social, mais aussi du partenaire avec lequel on vit. Ça fait toute la différence dans la liberté qu'une femme peut acquérir. Donc dire qu'une femme est de toute façon libre, etc., oui, mais au fond, tout dépend aussi du partenaire qu'elle peut avoir, et c'est au-delà de la religion.
C'est un sujet complexe, évidemment. Merci en tout cas beaucoup, Zlata, de votre intervention. On va continuer avec le sexo-conseil et on va parler de la masturbation. Est-ce qu'elle est utile dans le couple? Et puis on continue bien sûr avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo-conseil. Alors Fouzia Taouzari, je vais parler de la masturbation dans ce sexo-conseil. Est-elle utile dans le couple? Parce que c'est une question que se pose parfois un couple, parce qu'on découvre que notre partenaire se masturbe alors qu'on est à deux et ça peut être considéré comme une sorte d'infidélité. Pourtant, la masturbation, au départ, elle sert à soulager une pulsion, si on peut dire, quand on n'a personne d'autre sous la main. Hein, c'est une façon de voir les choses. Et je crois qu'elle est trop souvent peut-être justement considérée comme une pratique solitaire. Alors certes, elle est utile pour pallier le manque de partenaire ou le manque de relations sexuelles dans son couple, mais elle a d'autres avantages. D'abord parce que la masturbation, ça permet de mieux se connaître et d'entretenir sa libido. Par exemple, les hommes qui savent se soulager régulièrement sont généralement plus tranquilles lorsqu'ils vont avoir un rapport sexuel et ça évite d'éjaculer trop rapidement. C'est également vrai pour les hommes qui font plus beaucoup l'amour avec leur compagne, quand ça arrive, quand ils ont la possibilité de faire l'amour, ils vont être moins pressés, si je puis dire. Et quant aux femmes qui n'ont jamais osé se masturber, il y a de fortes chances qu'elles ne se connaissent pas si bien que ça et elles sont donc un peu dépendantes de ce que va leur faire leur amant sans oser, par exemple, demander ce qu'elles aimeraient qu'on leur fasse. Donc je crois que ça peut être important, même si on est en couple, de continuer d'abord à se masturber. Et puis ça peut être un jeu de couple, notamment quand le couple est à distance, se caresser tout en se parlant au téléphone, c'est aussi une manière de maintenir une sexualité dans le couple, après tout. On continue avec un petit peu de possibilités de jouer sur Sud Radio. Vous le savez, il vous reste quelques minutes pour gagner ce corps à corps de la marque Passage du Désir. Et pour ça, vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18. Et justement, des SMS, on en a reçu beaucoup, Fawza Taouzari. Donc, c'est intéressant parce que ce sont des femmes qui portent le voile d'ailleurs, qui nous ont envoyé des SMS et qui n'ont pas envie de réagir. Ça montrerait quoi? Ça montrerait finalement que c'est vraiment un sujet brûlant? Je pense que c'est un sujet brûlant, d'autant que y a aussi l'actualité qui n'échappe à personne, de ce qui se passe en Iran, de ce qui se passe en Afghanistan, où on voit au fond l'instrumentalisation que peut être une religion pour asseoir un pouvoir sur les femmes et qui en passe par une codification du corps des femmes, de voilement du corps des femmes, de les faire au fond disparaître sous ce voile, sous cet habillement de la sphère publique. Donc on peut pas nier, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, ce qui se passe en dehors de la France, mais qui peut également se retrouver chez certaines, qui peuvent également vivre ça. Au sein de leur couple, que ce soit du côté du voile ou du non-voile. Mais ça voudrait dire que le voile, c'est forcément une indication de religion, ou ça peut aussi être une sorte d'envie de mettre un voile parce qu'on trouve ça joli, parce que notre mère en portait un. Enfin, je veux dire, après tout, c'est peut-être là aussi où il faudrait arriver à ce qu'on élargisse le débat, non? Je pense que porter le voile n'est jamais anodin. Ça, c'est clair. Ça n'est jamais anodin parce que, en effet, ça vous rend visible, contrairement à ce qu'on pense. Ça ne vous cache pas. Ça vous rend visible et donc dans les témoignages là qu'on a reçus par SMS, c'est ce que disent ces femmes. Que avant de porter le voile, elles passaient au fond inaperçues, on leur posait pas trop de questions, enfin on ne projetait pas au fond des choses sur elles, et à partir du moment où elles, c'est ce qu'elles disent, à partir du moment où elles ont porté le voile, elles ont été en effet assignées d'une certaine manière à résidence identitaire religieuse. Justement, je vais lire par exemple le SMS de Nadia. Avant ma conversion
citation, personne ne me questionnait sur ma liberté amoureuse. Depuis que je porte le voile, on me demande si mon mari m'y oblige. Pourtant, c'est une décision personnelle. Ce regard constant est en soi une entrave. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au fond, ce qu'elle met en avant dans ce témoignage, c'est qu'en effet, porter un voile, c'est pas anodin, ça a des conséquences vis-à-vis de ce qui va être projeté sur nous. Mais en même temps, elle ne nous dit pas, et c'est dommage parce qu'à la limite, j'aurais bien aimé qu'elle nous le dise, même par SMS, qu'est-ce qui lui a donné envie de porter le voile. Et c'est si vous voulez, moi cette émission, je pensais avoir des témoignages de femmes qui me diraient j'ai eu envie de porter le voile et quelle que soit la raison d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une très belle démarche parce qu'au fond, souvent on parle à la place de ces femmes et c'est plutôt une chance quand on laisse la possibilité de pouvoir dire quelque chose de ce qui nous concerne. Ça évite en effet que d'autres viennent projeter leurs propres préjugés sur soi. En tous les cas, ce qu'elle met en avant, c'est la question de la conversion. Et donc pour certains, en effet, se convertir à l'islam ou en tous les cas pratiquer l'islam va de pair avec une façon aussi de s'habiller qui en passerait par le voile. Vous posiez la question au fond si le voile était uniquement propre à la religion musulmane. Bon, le voile a toujours été présent dans les civilisations au-delà de la religion musulmane, mais en tous les cas, porter le voile dans l'imaginaire est d'emblée réduit en effet à la religion musulmane, ce qui n'est pas non plus complètement faux. Et moi, ce que j'ai pu percevoir dans mon trajet personnel, c'est que bien souvent, les personnes qui se convertissaient à l'islam, qui n'étaient pas issues de familles musulmanes, bien souvent accompagnaient leur conversion avec l'habillement. Et je m'étais toujours posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce besoin de montrer au fond une appartenance religieuse? Pourquoi c'est pas suffisant au fond qu'une religion soit à l'intérieur de soi, intime, oui. Un cheminement intime? Pourquoi est-ce que ça doit en passer par le paraître? En tous les cas, voilà, c'est resté une question pour moi. Et au fond, une conversion, quand on n'est pas issu d'une religion musulmane, d'une famille musulmane, et qu'on est par exemple français de souche, évidemment ça se voit pas sur notre visage qu'on est converti, parce que bien souvent quand on est issu d'une famille musulmane, même nous on doit se défaire de cette idée que c'est pas parce qu'on est marocaine, algérienne, tunisienne, etc. qu'on est forcément pratiquante, etc. Tous ces préjugés aussi qui peuvent nous coller à la peau. Et au fond, ça vous donne en effet c'est visible. L'habillement rend visible quelque chose qui est au fond invisible, intime. C'est tout le paradoxe. Oui, et en même temps on en vient à la fameuse question de l'uniforme finalement. Tout à fait. Être reconnu dans cette famille, c'est se sentir relié au sens. C'est aussi légitimer une démarche au regard de l'autre. En effet, quand on se convertit, il faut pas oublier que on rentre aussi dans une communauté. Une communauté musulmane, religieuse. C'est pas, il y a à la fois la démarche personnelle, la religion qu'on l'on pratique dans l'intime, dans le privé, et puis il y a aussi dans des démarches de conversion aussi un pas qui se fait vers l'autre communautaire, où on se fait accepter par une communauté, et donc on a une place dans cette communauté, et donc ça fait partie aussi d'un cheminement d'une existence qui cherche aussi parfois à trouver aussi une légitimité dans le regard de l'autre. C'est bien ce qui prouve qu'on a besoin de sens, qu'on a besoin de se sentir reliés les uns aux autres. On fait une petite pause, Fouzia Taouzari, et on se retrouve dans un instant. Cœur, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Fouzia Taouzari est avec nous aux éditions Payot. On va parler un tout petit peu de votre livre quand même. Dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui tu es, qui est sorti aux éditions Payot. Dans ce livre, vous montrez bien, et j'ai envie de revenir là-dessus parce qu'on en a parlé un petit peu au début, que ce besoin d'amour, justement, chez beaucoup de femmes, ça peut tuer le désir aussi. Disons que quand on veut être aimé, c'est pas la même chose que de désirer. Hein. Et vouloir être aimé, ça nous oblige à vouloir plaire à l'autre, à se conformer aussi à ce qu'il aime, à ce qu'il souhaite qu'on soit, etc., etc. Et donc en effet, c'est s'aliéner au désir de l'autre. Et parfois, ça peut aller jusqu'à s'effacer, s'oublier. Et donc là, on s'éloigne de son désir. Oui, quand on oublie, enfin quand on s'oublie pour l'autre, on oublie son propre désir. Quand on s'oublie pour l'autre, on s'oublie, en effet. Et ça, c'est quand même beaucoup plus féminin, je trouve, que masculin. Non, vous êtes d'accord avec ça Je dirais que cette tendance à vouloir plaire à l'autre est quand même propre, je ne vais pas dire majoritairement, parce que ça existe aussi côté masculin, mais qui est quand même propre au sujet féminin. Mais on ne va pas oublier les hommes. Ce que vous dites à un moment donné, et je trouve que c'est assez juste. En revanche, les hommes, eux, ont besoin de se sentir utiles. Ah oui, ça. Et c'est intéressant parce que nous, on a besoin de se sentir aimé, désiré, et les hommes ont besoin de se sentir utiles. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu caricatural, mais c'est quand même très juste, je trouve. Ce qui a été important pour moi en mettant en avant, en effet, cette distinction homme-femme, et en effet, ça en passe par une certaine caricature, parce qu'en effet, il y a des nuances, évidemment, mais au moins, ça permet de percevoir, au fond, les crispations qui peut se jouer dans la vie amoureuse. Et souvent, les femmes, quand elles viennent en analyse, témoignent de ça. Elles témoignent de cette incompréhension dans leur couple, ce sentiment de ne pas se sentir écoutées quand elles se plaignent, quand elles rencontrent une difficulté, et que la réponse en face, c'est tout de suite de donner une réponse, d'aider, de vouloir aider l'autre, parce que il y a aussi certains hommes peuvent être très embarrassés avec à la fois la demande féminine, à la fois avec leurs plaintes, leurs demandes, et c'est une manière de se défendre de ça. Oui, alors que si on demande à un homme, tu peux pas me suspendre cette étagère, il va tout de suite dire oui, et il va être tout de suite ravi de nous rendre service. C'est ça, d'une certaine manière. C'est un peu ça. Alors vous abordez aussi évidemment dans le livre cette question du silence des femmes. Hein, pourquoi tant de femmes ne portent pas plainte quand elles sont dans des relations avec un mari violent, toxique. C'est une vraie question, hein, et qui est souvent très incompréhensible pour monsieur, madame, tout le monde. Tout à fait. Et ce qui a été important pour moi de mettre en avant sur cette partie-là, c'est en effet le poids du silence face à l'indicible qu'on peut rencontrer d'inacceptable dans le couple. Qu'est-ce qui fait que quand on est malmené, quand on est face à un partenaire violent, on peine en effet à parler, à dire, et que le chemin pour justement sortir du silence est important, parce que ça ne va pas de soi, contrairement à ce qu'on pense. C'est comme la question du voile, c'est-à-dire c'est-à-dire que le jugement porté sur des femmes qui peuvent subir de la maltraitance ou de la violence, de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'elle reste encore avec lui, on comprend pas, et là pareil, on va projeter des choses ignobles sur elle, des préjugés à leur encontre, alors que être pris dans une relation qui nous fait souffrir, c'est bien plus complexe que ça, que juste je décide de partir. Et vous dites d'ailleurs, je trouve une phrase qui est assez révélatrice, hein, pourquoi je reste,
ça révèle l'emprise de notre programme amoureux, comme si notre inconscient, de par notre histoire, de ce qu'on a vu nos parents ou pas d'ailleurs se séparer, peut programmer quelque part. Et pour ça, il faut à un moment donné, je crois qu'il faut se faire aider si on n'arrive d'aller pas. Voir en effet qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me défaire de cette situation, qu'est-ce qui fait que je m'oblige, qu'est-ce qui fait que je m'adapte, qu'est-ce qui fait que je supporte l'insupportable. Et ce qu'elle découvre souvent, en tout cas dans celles que je reçois à mon cabinet, c'est que en effet, quand elles évoquent leur histoire, il y a eu de la maltraitance, il y a eu du dénigrement, il y a eu l'idée de ne pas compter pour l'autre, de ne pas avoir de la valeur. Je me souviens d'une femme qui répétait comme ça des schémas de partenaires qui la malmenaient, avec lesquels elle avait beaucoup de mal à se défaire, et qui est venue à mon cabinet, et au fur et à mesure où elle a justement parlé de son histoire, des dénigrements qu'elle avait subis, et la manière dont j'ai pu accueillir sa parole sans jugement, sans lui dire ce qu'elle avait à faire ou autre, elle a pu dire à un moment donné le fait que j'ai découvert par ce travail que ma parole avait de la valeur, j'ai découvert par ricochet que j'avais de la valeur, et que jusque-là je pensais ne pas en avoir parce que on ne faisait, ma parole n'avait pas de valeur au regard, et là pour elle c'était dans sa relation à sa mère. C'est intéressant et c'est important ce que vous venez de dire, parce que ça veut dire que si au moins quelqu'un nous écoute, déjà on peut commencer à avoir un tout petit peu plus d'estime de soi. Eh ben, je pense que déjà, de ne pas être jugé dans ce qu'on vit, et que l'autre soit là, vous dit en creux au fond que vous comptez, que votre parole compte. Et c'est ça, au fond, qui permet de gagner au fur et à mesure, en se délestant des paroles qui nous a entravés, enchaînés, on peut gagner sur ce silence. On va revenir justement à tous ces SMS qu'on a reçus. Je voulais lire aussi celui de Samira, que je trouve assez intéressant. À l'université, je me sens libre intellectuellement, mais dans l'espace public, je sens parfois de la méfiance quand je porte le voile. Sur le plan amoureux, certains hommes pensent que je suis inaccessible ou soumise. On voit quand même deux choses totalement différentes. Oui. Et d'autres me fétichisent. Dans les deux cas, enfin les trois cas peut-être, on ne me voit pas comme une personne. Et c'est intéressant ce qu'elle dit, Samira, parce que finalement, quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est archi faux finalement. Et c'est très intéressant en effet ce qu'elle met en avant, parce qu'elle dit deux choses. À la fois à l'université, elle dit qu'elle se sent libre intellectuellement, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'enjeu d'enjeu dans la relation à l'autre, de séduction. Et donc là, on est un sujet pensant, et donc délesté du poids que peut représenter notre corps, notre manière d'être pour l'autre. Et en effet, l'espace public, au fond, chacune, d'une certaine manière, en fait l'expérience dans sa manière de... Excusez-moi, je vous coupe, mais je crois que ça, c'est important de le rappeler. Ce qui a permis, en France, en tout cas, et on le voit dans d'autres pays, c'est pas le cas, cette liberté des femmes, c'est justement la possibilité d'aller à l'université, les études. Ça a fait une avancée extraordinaire dans la libération des femmes. Pour celles qui portent le voile, de pouvoir, en effet, étudier à l'université. Ce qui n'est pas le cas encore dans certains pays, malheureusement. C'est ça. Et donc, quand elle dit que, on voit bien que les hommes, et c'est dommage, on est en fin d'émission, mais j'aurais bien aimé savoir s'il y a des hommes qui vont essayer d'aller séduire une femme parce que elle porte le voile ou parce qu'elle ne porte pas le voile. Est-ce que ça fait une différence? Forcément. Évidemment, on peut pas faire fi de ça. C'est-à-dire qu'au fond, à la fois il y a ce qu'on pense de soi, de ce qu'on est, et puis aussi ce qui nous dépasse, c'est-à-dire ce qu'on va représenter malgré nous dans le regard de l'autre, ce que l'autre va projeter sur nous. Ça, on n'en est pas maître, malheureusement. Et en effet, porter le voile dans l'imaginaire collectif, c'est relié à la religion, et bien souvent la question de ça veut
dire que c'est une femme soumise ou inaccessible parce que aussi dans une pratique religieuse. Oui, donc on voit bien toutes les croyances qui vont tout de suite être projetées. Et ça, c'est en effet inévitable. C'est-à-dire ce qu'on est et ce que les autres pensent que l'on est, il y a un écart, quel que soit au fond, et c'est d'autant plus marquant quand le vêtement est visible. Oui, et là, c'est vrai qu'évidemment, le voile, c'est visible, mais c'est drôle parce que soit inaccessible, soumise, ou alors fétichiste. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des hommes que ça excite, pour qui une femme voilée est susceptible d'éveiller leur désir. C'est un peu comme au XVIIIe siècle, quand un homme voyait la cheville d'une femme parce que elle devait cacher son corps, ça fétichisait aussi les parties du corps. Et en effet, elle montre bien ce paradoxe qui nous habite tout à chacun. Entre ce que l'on est et ce que les autres perçoivent de nous. Mais de toute façon, quand on regarde la mode, on voit bien la mode qui évolue au fur et à mesure d'une société, d'une culture. Aujourd'hui, on est plutôt dans une mode qui dénude moins. Il y a eu à un moment donné une mode qui dans les années 80-90, il y avait une sorte on montrait de plus en plus le corps des femmes. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à moins le montrer. Tout ça est aussi révélateur d'une société dans laquelle on est. C'est vrai, je m'étais fait cette réflexion il y a quelques temps où je trouvais que dans les magasins, on avait de plus en plus de robes très longues jusqu'aux chevilles. Et c'est vrai que c'est aussi ça questionne aussi de la place du corps des femmes. Et au fond, finalement, comment on peut être femme à sa mesure, comment chacune peut trouver une manière d'être, et puis au fond, on n'échappe pas malheureusement à ce que les uns et les autres projettent sur nous, parce que le corps des femmes a toujours été le sujet. En effet, de projection, l'objet de projection, de fantasme. Je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, Fouziata Ouzari, en France, pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Et ça a été si longtemps, et je crois que la loi, elle existait encore, alors que les femmes portaient déjà des pantalons. Pas si longtemps, je crois. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que cette loi, il fallait la retirer parce qu'elle n'avait plus aucun sens. Mais aujourd'hui, alors les hommes ne portent pas de jupe, mais pourtant ils auraient le droit. Et certains le font. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Ça pourrait être un autre débat. Est-ce que en tant qu'homme, vous pourriez porter une robe ou une jupe? Mais on voit bien, de toute façon, tout ça n'est pas anodin. Quoi qu'on en dise, et ça devrait être la liberté de chacun de pouvoir afficher ce qu'elle a ou ce qu'il a envie d'afficher, mais c'est pas si simple. C'est là où la liberté, qui est le sujet de notre émission, trouve en effet ses limites, c'est-à-dire les limites aussi qu'on ignore, mais qu'on s'impose à soi-même inconsciemment. Oui, c'était un peu pour ça que j'avais envie de donner la parole aux femmes qui portent le voile, pour justement, avec elles, échanger sur leurs convictions, sur leurs désirs, pourquoi elles le portaient. Bon, elles ont peut-être eu peur qu'on les juge, je ne sais pas. Peut-être marre qu'on leur pose la question, mais en tous les cas, ce qui est quand même intéressant quand même à souligner, et que je pense qui est important, c'est qu'au fond, que chacune puisse se sentir libre de vivre sa religion comme elle le souhaite. Et c'est ça le point important, c'est-à-dire qu'on voit aussi, et ça existe, le poids de la famille sur le corps des femmes, leur manière d'être, de s'habiller, qui est encore présente, et puis certaines qui peuvent aussi le porter parce que on leur a dit que pour être une bonne musulmane, faut porter le voile, faut s'habiller de telle manière, etc., etc. Donc tout ça est en effet complexe, et comment arriver à s'affranchir, s'émanciper au-delà des discours qui nous habitent intérieurement. Et ça, c'est tout le mouvement, tout le chemin que chaque femme doit faire
pour elle-même. Et ça n'est pas toujours facile. C'est même très compliqué, je peux vous le dire. Je les écoute, vous les écoutez, on le sait. Merci en tout cas, Fouzia Taouzari, d'avoir joué le jeu avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, « Dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui tu es ». C'est aux éditions Payot. Tout de suite, vous allez recevoir Marie pour C'est votre avenir. Demain, on aborde un tout autre sujet. On va aborder le sujet d'être parent. Et c'est Hugues qui sera avec nous, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'infertilité notamment, et qui avait envie de vous permettre de réagir. Vous avez eu un enfant, qu'est-ce que vous auriez aimé finalement faire autrement, parce que on croit toujours qu'on aurait pu faire mieux, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est Hugues qui avait envie d'aborder ce sujet. Donc, quels conseils pourriez-vous donner aux futurs parents? Qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Ça s'est passé dans les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table aujourd'hui, Françoise de Goave, est-ce que la France insoumise va payer dans les urnes la mort de Quentin? Vous allez voir qu'LFI va payer.